Faut-il s'orienter vers un code des travailleurs plutôt qu'un code du travail? Compte tenu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas vous accueillir à la Maison du Barreau comme prévu, mais je sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans pour suivre les échanges de ce matin. Sans plus attendre, je cède la parole à Nicolas Decevin, ancien président d'Avocial, pour un mot d'accueil. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord au nom d'Avocial de votre participation nombreuse à ce nouveau colloque intitulé Vers un code des travailleurs. Nous regrettons tous, comme vient de dire Lucie, de ne pas nous retrouver comme convenu autour de la Maison du Barreau, mais le développement de la crise sanitaire a refroidi les plus intrépides. Je voudrais remercier les nombreuses personnalités ou professeurs qui nous font l'honneur d'intervenir à ce colloque. Monsieur le Président Frouin, ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Madame Sylvie Brunet, députée européenne, Madame Sophie Bernard, qui est professeure de sociologie à Paris-Dauphine, et les professeurs Nokiek et Icard des universités de Paris 1 et de Paris 2. Et je remercie aussi, bien entendu, Lucie Prusac, rédactrice en chef d'AEF et présidente de l'AGIS, d'avoir accepté d'animer les deux tableaux. Alors, le débat qui est organisé devant vous ce matin sur le Code des travailleurs est le fruit d'une longue réflexion au sein d'Avocial partant d'un triple constat. Tout d'abord, un certain malaise à l'égard des arrêts rendus par la Cour de cassation, notamment en novembre 2018 et en mars 2020, sur le statut des travailleurs de plateforme, qui nous paraissent d'une certaine façon en décalage. On plaque d'une formule ancienne, le fameux triptyque ordre, contrôle, sanction, sur une relation contractuelle très originale, totalement nouvelle, avec le risque de tuer un nouveau modèle économique qui peut effectivement générer de nombreux emplois. Deuxième constat, la nécessité en conséquence de rechercher une nouvelle définition du salariat, et c'est nécessairement une définition légale, puisque le Conseil constitutionnel a rappelé les dispositions de l'article 34 et le fait que c'est un domaine que le législateur ne peut pas déléguer. Et puis enfin, l'impératif dans tous les cas, et vous savez que Avocial y est très attaché depuis de nombreuses années, à la sécurisation juridique pour éviter les variations d'une cour d'appel à l'autre. Et aujourd'hui, sur le problème des plateformes, on en est à 2 requalifications contre 3 refus de requalification. Alors, pour présenter le débat aujourd'hui, nous allons bien entendu partir de la summa divisio, la distinction entre les salariés et les travailleurs indépendants, étant noté d'ailleurs qu'il n'y a pas de définition du travailleur indépendant, sinon effectivement par reflet. Alors, ces populations respectives, salariés d'un côté, non salariés de l'autre, ont beaucoup évolué depuis la révolution industrielle par l'effet de la tertiarisation de l'économie et le déclin de l'industrie. Et ça, l'une de notre intervenants, Madame Sophie Bernard, l'a très bien développé dans ses différents écrits. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir constater que cette summa divisio s'est beaucoup atténuée sous l'effet d'un double rapprochement. D'abord, la revendication d'autonomie des salariés et d'autre part, la revendication de protection sociale des travailleurs indépendants. Alors, le premier mouvement, c'est la revendication d'autonomie des salariés. Elle est croissante. Historiquement, le salarié, vous savez bien, est basé sur une notion de subordination juridique très forte, très étroite, liée au terrorisme et à l'économie industrielle. C'est donc un pouvoir vertical et descendant, relayé par un encadrement très fort. Et la traduction juridique, ce sont les textes de la fin du 19e, la loi Martin-Madoz, la définition de lien de subordination en 1931. Et puis, je dirais, toujours sur le plan juridique, les arrêts de 87 de la Chambre sociale de la Cour de cassation, avec l'alignement de la subordination, droit du travail et sécurité sociale, et toujours ce triptyque ordre, contrôle et sanction. Mais ce modèle économique a été mis à mal depuis de nombreuses années par cette volonté d'autonomie des salariés, dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a de multiples aspects. D'abord, il y a un aspect juridique que vous connaissez tous, qui résulte parfois de la loi. La loi Aubry a créé la catégorie des cadres dirigeants, qui sont à mi-chemin entre les dirigeants sociaux et les salariés. Il y a les cadres autonomes, dont l'autonomie doit nécessairement être importante. Mais plus largement, il y a tous les développements, les nouvelles formes de management participatif, notamment en mode projet, qui bouleverse la hiérarchie traditionnelle. Il y a une nouvelle forme de rémunération basée sur une individualisation croissante avec la recherche de l'initiative des salariés. Il y a la nouvelle économie des startups qui met en avant un management très horizontal avec un encadrement limité au minimum. Il y a enfin l'effet de la crise Covid qui bouleverse nos habitudes, qui généralise le télétravail.
et qui accentue la volonté d'autonomie et d'indépendance d'un grand nombre de salariés. Enfin, il y a l'outil numérique qui arrive à élargir considérablement le champ des possibles. Alors, dans ce contexte, notre conviction au sein d'Avocial, et on va essayer de le démontrer ce matin, est que ces profondes évolutions doivent conduire à repenser le salariat et la notion de subordination. D'abord, il y a un premier constat qui peut être challengé, qu'on trouve dans de nombreux arrêts de la Cour de cassation, selon lequel l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par le parti, mais de la réalité de la prestation. Est-ce que je sais qu'il y a une contrainte juridique européenne, mais ce constat selon lequel on ne choisit pas son statut, est-ce qu'il doit être aussi évident que ça et aussi systématique que ça? D'autre part, la notion de subordination juridique est-elle la bonne référence? Si oui, faut-il la circonscrire, la resserrer auprès de critères plus précis? Et faut-il réduire le pouvoir d'appréciation des cours d'appel? Ou enfin, faut-il lui substituer à cette notion de subordination une notion, par exemple, de risque économique ou de développement d'une clientèle? Et vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est l'apanage, cette notion de risque économique est l'apanage des travailleurs indépendants. Donc, tout ceci fait l'objet de notre premier débat sur l'évolution du lien de subordination. Et puis, il y a le deuxième mouvement, le développement de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui se développe sous deux formes. D'une part, un développement direct de la protection sociale des travailleurs indépendants, et le meilleur exemple, c'est le statut de travailleur de plateforme, qui est très représentatif à cet égard. C'est la loi de 2016, la loi El Khomri, qui a posé un principe de responsabilité sociale des plateformes, avec la protection en matière d'action du travail, le droit à accès à la formation professionnelle, le droit de constituer une relation syndicale. Et puis, la même loi organisait un outil de régulation du secteur à travers un dialogue social entre les plateformes et les travailleurs. Et on constate aujourd'hui cette chose, ou bientôt on va constater cette chose totalement nouvelle, cette négociation collective au sein des travailleurs indépendants, qui est quelque chose effectivement socialement d'extrêmement nouveau. Et toujours dans cette extension de la protection sociale des travailleurs indépendants, les ordonnances Macron de 2017 qui ont ouvert timidement l'assurance chômage aux travailleurs indépendants, ce n'est pas apparemment un grand succès, mais c'est une nouvelle illustration de ce rapprochement. Deuxième aspect de ce développement de la protection sociale, le fait que l'extension des droits accordés à tout travailleur, qu'il soit salarié ou travailleur indépendant, c'est un sujet que je découvre et je serais très soucieux d'entendre les intervenants à la deuxième table ronde. Mais je rappelle notamment que le principe numéro 12 du socle européen des droits sociaux stipule que les travailleurs salariés et dans des conditions comparables les travailleurs non salariés ont droit à une protection sociale efficace. Donc, on va sur certains points vers un alignement effectivement de la protection sociale des travailleurs indépendants et des salariés. Donc, cet aspect prospectif sera l'objet de notre deuxième table ronde sur les salariés et les travailleurs dans les textes français et communautaires. Et nos réflexions, nos débats, nous l'espérons au sein d'Avocial, vous permettront de mieux cerner le titre elliptique de notre colloque vers un code des travailleurs. Je vous remercie donc infiniment de votre attention